Les éditions Sonobook présentent, avec l'autorisation des éditions Fayard, Madame T mène l'enquête, une nouvelle enquête du juge T, de Frédéric Lenormand, interprété par Emmanuel Casal. Merci à Christophe Lauten de m'avoir suggéré l'idée de ce roman. Personnages principaux. Dame Yin, jeune mariée. Pei Hang, riche négociant, mari de Dame Yin. Bouton d'or, concubine de Pei Hang. Yu, général en retraite. Yu Feng, fille du général, ancienne épouse de Pei Hang. Zhao Zhao, portraitiste mondain. Li Yun Gai, apprenti du peintre. Puissance de la vérité, grand prêtre taoïste. Wen, médecin du juge Ti. L'action se situe en l'an 666. Le juge Ti, âgé de 36 ans, est magistrat de Han Yuan, ville située au bord d'un lac, non loin de la capitale impériale des Tang. Chapitre 1. Un mariage est célébré dans les larmes. Un beau portrait consterne une jeune mariée. Toute la nuit précédant l'ultime étape de son mariage, Mademoiselle Yin conserva une bougie allumée à côté d'elle. Incapable de dormir, elle ne pouvait s'empêcher d'espérer contre toute raison que le matin ne viendrait jamais. Lorsque le soleil se leva sur la deuxième journée du rite traditionnel, celle où devaient se conclure les épousailles, ses tantes et cousines surgirent dans sa chambre, les bras chargés de tissus et d'armatures pour confectionner la coiffure complexe imposée par l'usage. Des doigts habiles arrangèrent sur sa tête un agencement de bois et de soieries précieuses. Ses cheveux furent enduits de cire d'abeille. On posa sur son crâne une planche droite sur le devant, arrondie par derrière. Puis, on tira ses mèches à travers le col d'une gourde. Elles furent étalées sur le panneau et aplaties de nouveau à la cire. Des supports placés aux angles se croisaient assez haut, comme la charpente d'un toit. On fixa à la partie arrondie de la planche un cadre fait de bâtonnets de bambou qui s'élevait en pointe au-dessus de son dos. Une étoffe rouge, au coin garnie de cordons torsadés, vint recouvrir l'ensemble comme une nappe, et on noua tout autour une chaîne de perles et d'ornements en argent garnie d'une longue frange bordeaux. Cette frange, qui pendait jusqu'aux épaules de la jeune fille, masquait entièrement son visage. « S'il te plaît, prends ma place !» souffla-t-elle à l'une de ses cousines à travers ce voile. « Mon époux ne s'apercevra pas de la substitution. Il est riche, tu feras une bonne affaire. » L'adolescente resta interloquée par le sérieux avec lequel Harmonie lui avait fait cette proposition. Toutes les femmes présentes éclatèrent de rire, feignant de croire qu'il s'agissait d'un bon mot destiné à détendre l'atmosphère. Le tissu qui dissimulait les traits de la promise empêchait de voir son expression, fort éloignée de la plaisanterie. Un lot d'étoffes rectangulaires brodées, héritage que les femmes se transmettaient de mère en fille, fut cousu sur la structure pour la recouvrir tout à fait. Une bande de brocart rouge, drapée sur les bords, tombait dans son dos. Des fleurs en argent furent épinglées devant et derrière. Ainsi parée, Mademoiselle Yin ne pouvait se déplacer sans se heurter aux meubles et chambranles. L'un de ses petits frères la guida par la main pour rejoindre la salle de réception. Elle ressentait l'horrible impression d'avoir été enfermée dans une cage, comme si la prison du mariage venait de se matérialiser tout contre son corps. Ainsi harnachée, elle ne risquait pas d'aller loin si l'envie la prenait de fuir les fastes de la cérémonie. Il lui faudrait au moins 3 servantes pour se débarrasser de tout ça, une fois rendue à sa destination finale, la chambre conjugale où s'écoulerait la majeure partie de sa vie d'épouse. Mademoiselle Yin prit place sur un tabouret, bien droite pour ne pas risquer de renverser l'architecture compliquée de sa coiffure,
ce qui aurait été de mauvais augure. Par la fenêtre, elle apercevait la cour et les 2 ou 3 domestiques de la maison qui s'affairaient pour être prêts à recevoir les invités. Il régnait dans l'air une odeur âcre. Son père, dès l'annonce des fiançailles, s'était empressé de faire donner un coup de propre à leur demeure qui en avait bien besoin. On avait repeint le porche, les poutres les plus apparentes, et le produit utilisé n'avait pas eu le temps de sécher complètement. Ses parents avaient fait de leur mieux pour que le moindre détail approchât de la perfection. Pourtant, Mademoiselle Yin ne pouvait s'empêcher de constater que rien de tout cela ne correspondait à ce qu'elle avait imaginé. Elle était loin de ses rêves, et ce décalage lui donnait l'envie de fondre en larmes. Elle parvenait encore à se maîtriser, au prix d'un effort qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir jusqu'au moment où il lui faudrait disparaître dans ses nouveaux appartements de femme mariée pour laisser les convives s'amuser sans elle, ainsi que le voulait la coutume. Elle ne pouvait que regretter son état d'esprit, à l'opposé de l'heureuse humeur exigée par la dite coutume. On avait inventé des coiffures pour entraver les corps. Que n'avait-on conçu des systèmes aussi efficaces pour contraindre les pensées? Un tintamarre de crécelle tira la jeune fille de sa somnolence. Elle ouvrit les yeux. Les valets se hâtaient d'ouvrir le portail à double battant. La famille du mari arrivait chez eux à l'heure fixée. Les émissaires, les domestiques en livrée apportaient des boîtes rouges, laquées, de forme ronde, pleines de présents tels que des feuilles de bétel, des noix d'arec, du vin, des pâtisseries, 5 sortes de fruits, une paire de bougies et d'autres objets symbolisant le confort nécessaire à une paisible union. Les invités qui entouraient à présent Mademoiselle Yin ne purent éviter de voir qu'elle pleurait. Ils se dirent que c'était le regret de devoir quitter ses parents, ou la tristesse d'avoir à rompre de façon si brutale avec l'enfance. On avait dressé sur le seuil de la maison un dôme de feuillage où était accroché un petit tableau magnifiquement décoré. Chacun pouvait y lire les quelques mots signifiant que la jeune épousée se rendait chez son mari le jour même, ce qui tenait lieu de faire part à l'intention du voisinage. Elle sortit enfin, soutenue de chaque côté par une dame de sa famille. Lorsqu'elle arriva près d'un palanquin traditionnel du plus bel écarlate, on eut la surprise de la voir tourner les talons. Les matrones l'empoignèrent fermement par les 2 coudes et la forcèrent à prendre place à l'intérieur. Les porteurs soulevèrent aussitôt l'équipage, qui franchit le porche l'instant d'après, avec tant de hâte que les invités de la noce durent presser le pas pour le rejoindre dans la rue. Mademoiselle Yin parcourut ainsi le chemin qui la séparait de la maison Paye, cernée de joyeux drilles appointées pour éloigner les démons en faisant le plus de bruit possible. Une crépitation de tambours signala bientôt qu'on s'arrêtait devant la nouvelle demeure. La procession pénétra dans une tente carrée, dressée pour l'occasion, où furent servis des gâteaux et du thé. Une servante apporta un bol de vinaigre à la jeune mariée, toujours assise dans le palanquin nuptial. Une autre lui tendit une tige métallique chauffée au rouge que Mademoiselle Yin trempa dans le liquide pour le faire bouillir. Elle en avala quelques gouttes. Boire l'amer breuvage avant la cérémonie préservait, disait-on, le mariage de toute acidité. Un petit orchestre, composé d'un hautbois, d'un tambour, d'un gong en bronze et de cymbales, entonna un air de bienvenue. Les musiciens firent 3 fois le tour de la procession. On aida la promise à s'extraire du palanquin, mais quelque chose semblait entraver sa démarche. Elle s'immobilisa devant le portail, incapable de faire un pas de plus. Les domestiques du marié la saisirent pour lui permettre d'enjamber le seuil surélevé qui barrait l'entrée. « Entrez, madame !» lui lança l'un d'eux. « Allez, ne soyez pas timide !» Elle franchit ainsi le porche, poussée, tirée, sans presque poser le pied à terre. L'assemblée des serviteurs, hommes et femmes, l'attendait dans la cour d'honneur. Ils lui firent gravir les 3 marches qui menaient au perron, et elle se retrouva dans le premier salon de la résidence. Un homme en costume d'apparat agitait un plumeau et des clochettes devant l'autel où étaient disposées les tablettes symbolisant les membres défunts de la lignée. C'était un prêtre taoïste chargé d'expliquer aux ancêtres Paye qu'une nouvelle maîtresse allait vivre ici.
le prêtre choisit 2 tasses et y versa de l'alcool, puis il recommença à chanter en se penchant d'avant en arrière. Une fois ses invocations terminées, il croisa les bras et confia les tasses à ses assistants. À leur tour, ceux-ci les offrirent aux mariés, qui burent face à l'autel. C'est alors que mademoiselle Yin vit, ou plutôt pressentit car elle ne pouvait tourner la tête, que son fiancé se tenait à ses côtés. La libation fut répétée à 3 reprises. La mariée devait maintenant abandonner les salles de réception aux convives et se retirer dans ses appartements privés. C'était comme quitter le monde des vivants pour pénétrer dans la nuit du tombeau. Plus mademoiselle Yin avançait dans les profondeurs de la maison, plus les pièces lui paraissaient regorgées de souvenirs des précédentes épouses. L'un d'eux lui fit un effet particulièrement vif. C'était le portrait d'une très belle femme. Un poème funèbre tracé à côté de son visage suggérait qu'elle était morte dans tout l'éclat de sa beauté. La jeune épousée resta un moment immobile, les yeux rivés sur cet objet sinistre. Elle aperçut par la fenêtre ouverte la nappe rouge qui recouvrait la table du banquet. Les nouveaux époux n'avaient pas échangé un mot, hormis quelques politesses de son mari, auxquelles elle n'avait pas répondu. Elle pénétra dans la chambre nuptiale qu'éclairaient des lanternes rouges et d'un geste sec claqua la porte derrière elle, laissant son époux au dehors. La stupeur se peignit sur le visage de ce dernier. Ce sentiment passa comme un voile. Un instant plus tard, il éclatait de rire devant la porte close.